Bonjour, alors aujourd'hui on va voir les origines de la théorie des représentations. Je pense que ça peut intéresser un certain nombre d'entre vous. D'une part, les gens qui ne connaissent pas la théorie des représentations, parce que je vais partir de quelque chose de complètement élémentaire et que tout le monde connaît, le déterminant d'une matrice. Et ceux qui connaissent bien la théorie des représentations ou qui la connaissent un peu, qui vont voir comment elle était quand elle était bébé, et qui vont peut-être comprendre un peu la terminologie, les différents aspects, et comment ceux-ci sont nés, sont arrivés, ont atteint la conscience de l'humanité à travers des gens comme Dedekind et Frobenius, Schur, etc. Alors je vais commencer par dire que Keith Conrad a écrit un très joli article là-dessus qui m'a inspiré. Plus généralement, toute sa page est très inspirante, hein. Allez sur la page de Keith Conrad. Voilà, alors c'est quelqu'un qui manifestement aime beaucoup les belles maths. Il y a quelques années, déjà de cela, il a fait cette page magnifique avec des tas d'histoires qu'il raconte et qui m'ont bien sûr beaucoup inspiré. Je sais même pas par quoi commencer si je devais vous en parler, mais bon. Alors par exemple, le théorème d'Hurwitz, regardez, vous pouvez regarder celui-ci sur les sommes de carrés, et celui-ci surtout par la théorie de représentation. Si vous connaissez la théorie de représentation, il est magnifique, il y en a plein, vous pouvez les essayer, c'est comme une boîte de chocolat. Mais on revient à la théorie des représentations et aux origines. D'abord, je vais commencer par parler de déterminants de matrice circulante, quelque chose que la plupart des gens connaissent bien. Si vous voulez factoriser cette matrice circulante, là, de 2, vous voyez, et donc x0 et x1 sont des indéterminés, voilà. Hein. Donc maintenant, on veut factoriser ce déterminant, c'est facile, ça se fait de tête, c'est x0 plus x1, facteur de x0, moins x1. Voilà, c'est une identité remarquable, tout va bien. Donc ça, je vais dire que c'est la solution numéro 1. Solution numéro 2, ce serait de le faire avec une matrice de passage, et on voit que cette matrice-là est semblable à cette matrice, donc elles ont même déterminant. Bon, alors voilà la matrice de passage, hein, puis on prend le déterminant. Voilà. Voilà une autre solution que vous auriez sûrement deviné, c'est d'effectuer le changement de colonne, ici, on change C1, celle-ci, en C1 plus C2, et on obtient cette matrice. Ce qui veut dire qu'en tant que polynôme, x0 plus x1 divise notre déterminant qu'on a appelé θ2. Voilà. Maintenant, de la même manière, on voit que x0 moins x1 divise aussi θ2. Et donc, maintenant, comme ces deux polynômes sont premiers entre eux, parce qu'ils sont de degré 1, ils ne sont pas proportionnels, eh bien, voilà quoi, ils sont premiers entre eux, donc le produit des deux divise, et maintenant, par une considération de degré, on va avoir égalité. Alors, pas que une considération de degré, aussi considération de coefficient en x0 carré, mais bon, globalement, on va avoir égalité. Alors, cette dernière solution paraît être la plus difficile, pourtant, quand on va généraliser, ça va être celle-ci que l'on va prendre. Regardez, vous voulez factoriser le polynôme ici, vous n'allez pas avoir d'identité remarquable qui va vous aider pour factoriser θ3. Mais par contre, vous allez prendre cette solution, vous allez prendre oméga, en fait c'est J, hein, d'accord, oméga qui va vérifier oméga cube égale 1. Dès que oméga est une racine cubique de l'unité, là pour l'instant je ne la prends pas forcément primitive, je
je peux effectuer ce changement de colonne. Et donc je vais avoir, quand je vais faire le changement de colonne, ici, je vais avoir là x0 plus oméga x1 plus oméga 2 x2. Alors, là j'aurais eu x1 plus oméga x2 plus oméga 2 x0. Et là, et ici, pourquoi j'ai choisi oméga cube égale 1? Ben pour que, ici, j'ai 3 coefficients qui sont proportionnels. Donc quand je multiplie par oméga 2, celui-ci, ben, j'ai celui-là. Et quand je multiplie celui-ci par oméga, j'ai celui-là. Donc je peux, en gros, mettre en facteur x0 plus oméga x1 plus oméga 2 x2 pour les 3 racines cubiques de l'unité. Et de la même manière, chacun donc, divise θ3. Donc, comme ils sont premiers entre eux et qu'on est dans un anneau factoriel, l'anneau des polynômes à 3 indéterminés, eh bien, le produit divise θ3. Et par une considération de degrés et de coefficient en x0 carré, eh bien, on va avoir égalité. À scalaire près, peut-être. Maintenant, on peut faire θn. Et donc, il faut factoriser cet immense polynôme, vous voyez. L'idée est toujours la même. Et on va avoir le produit de certains polynômes. Bon, je pense que si vous l'avez compris pour 2 et ensuite pour 3, on va prendre oméga, une racine primitive n-ième de l'unité. Les oméga j, ça va être toutes les racines n-ième de l'unité. Et on va avoir tout un tas de polynômes de degré 1, homogènes de degré 1, qui vont diviser θn, et quand on va faire le produit, ils vont être premiers entre eux, et quand on va faire le produit, on va obtenir θn par une considération de degré au signe près. Bon, voilà. Je ne vais pas plus loin dans le signe, c'est pas important pour la suite du problème. Maintenant, on va parler d'extension du domaine de la symétrie, c'est-à-dire qu'on a une magnifique symétrie dans finalement les racines de l'unité, ce cercle, et le n-gone régulier inscrit dans le cercle. Là, on va étendre le domaine de cette symétrie, parce que c'est cette symétrie qui nous a permis d'avoir une jolie factorisation. Et on va étendre ce domaine de la symétrie avec les groupes. On prend juste un groupe, alors bien sûr un groupe fini. Donc bien sûr, je vous rappelle qu'un groupe, c'est la donnée d'un ensemble G avec un élément neutre, une multiplication et une inversion. Alors, si je vous dis mathématiques et sport 1998, quel groupe ça vous fait penser? Eh bien, évidemment, Z sur 4Z, et 1, et 2, et 3, 0. Bon, je veux parler d'un temps que les gens de 20 ans ne peuvent pas connaître. Mais bon, à cette époque, la France était championne du monde. Eux aussi en mathématiques. Alors, on a ici un groupe. C'est le groupe Z sur 4Z, et voici la table du groupe. Et vous remarquerez ici que quand on a calculé la matrice, le déterminant de la matrice circulante, on a calculé le déterminant de la table du groupe, où on a remplacé les éléments du groupe par l'indéterminé correspondant. L'idée, c'est de remplacer la table du groupe par une matrice carrée, et chaque G dans G, on le remplace par une indéterminée qu'on va appeler XG. Et donc, on va obtenir une matrice qu'on va appeler T indice G, c'est X GH, puisque voilà, donc on a la ligne G et la colonne H, et ça va nous faire
fixe, GH. Et on veut calculer le déterminant θ, qu'on va appeler θ de G. Voilà. Donc ce qu'on vient de démontrer, c'est que quand on prend z sur nz, pour G, bah, θ de z sur nz se factorise comme ceci. Voilà. Maintenant, le problème que pose Dedekind, c'est peut-on factoriser ce déterminant pour tout G? Quelle en est la première motivation de Dedekind? En 1896, Dedekind introduit ce déterminant, c'est dans le cadre de la théorie de Galois. Quand vous apprenez la théorie de Galois, il est possible que bon, si vous l'avez apprise, hein, vous avez un théorème de Dedekind c'est un théorème sur l'indépendance des automorphismes de corps sur un corps donné. Et regardez sur un exemple, hein, la théorie de Galois consiste à dire, bon, on cherche des racines d'une équation, donc voici une parabole, je prends l'équation de degré 2, et vous voyez les racines de l'équation de degré 2, c'est alpha et bêta, et ces alpha et bêta, ils ont une symétrie, il y a une symétrie de la parabole évidente, hein, qui saute aux yeux ici, ça saute pas toujours aux yeux dans le cas général, mais ici ça saute aux yeux. Et c'est cette symétrie qu'on va exploiter dans le cas général, qui est exprimée par un groupe qui agit. Ici, on voit qu'il y a une symétrie de la parabole, c'est le groupe de permutation S2, et qui envoie alpha sur bêta, et bêta sur alpha, donc c'est la permutation sigma. Donc on a ce groupe, d'accord, avec E sigma, d'accord, E c'est l'élément neutre, c'est l'identité, et sigma qui va échanger alpha et bêta. Et donc la table du groupe, vous la voyez, et c'est exactement la table de z sur 2z, si vous remplacez E par 0 et sigma par 1. Donc le problème de l'indépendance des racines sur un corps fixé K, alors imaginons que le corps soit Q, hein, et on veut savoir si les racines sont indépendantes sur Q, eh bien, ça revient à trouver alpha mu dans K, tel que lambda alpha plus mu bêta égale 0, c'est-à-dire c'est indépendant si ça implique que lambda égale 0 et mu égale 0. Voilà, hein, et on veut savoir si ces racines sont indépendantes. Donc qu'est-ce qu'on fait? On utilise les automorphismes du corps sur Q qui contient les racines alpha, bêta, et s'il y a E et sigma, on passe cette équation par E, c'est trivial, et on passe par sigma, comme ce sont des automorphismes de corps sur K, qui laissent fixe K, eh bien ça fait lambda sigma de alpha plus mu sigma de bêta égale 0. Donc on a un système, si vous voulez. Donc alpha, je l'ai écrit E de alpha, et bêta, je l'ai écrit sigma de alpha. Voilà. Et je vais voir ce système comme un système d'inconnus lambda et mu. Et je veux que ce soit indépendant, donc je veux que le déterminant de ce système soit non nul. Et le déterminant de ce système, vous voyez, je peux le voir comme, en général, quand G, c'est ce qu'on appelle le groupe de Galois, eh bien, comme le déterminant de GH alpha. Ici, je retrouve la table du groupe, ici, E, sigma, sigma, E, et j'en prends le déterminant, et ce déterminant, je l'applique à alpha. Vous voyez les motivations de Dedekind pour chercher le déterminant de la table du groupe. Voilà, alors en général, donc on fait ça. Hein. G, c'est le groupe de Galois de l'équation, voilà.
Si vous ne savez pas ce que c'est, bon, bah, c'est pas grave, mais bon, vous voyez que les motivations sont dans la résolution des équations, la compréhension de l'indépendance des racines, et le lien entre l'indépendance des racines et ce fameux groupe d'automorphisme du corps qui contient ces racines, qu'on appelle le groupe de Galois. Bien. Alors, maintenant, on met un niveau d'abstraction supplémentaire en enlevant ce alpha-là, et en regardant directement θ de G comme ceci, et ensuite en appliquant ce qu'on obtient à alpha. Et bien maintenant, on va marcher sur les traces de M. Frobenius, qui avait pour maître Dedekind, et à qui Dedekind propose ce problème, factorise, c'est très simple comme problème, hein. On a une table de groupe, finie évidemment, je ne sais pas si je l'ai dit depuis le début, mais les groupes sont finis, et on a une table de groupe finie, et puis on veut factoriser sa table de caractères. Bon, jusqu'à présent tout se passe bien pour les groupes cycliques, puisqu'on a une factorisation en polynôme de degré 1, et on va voir apparaître la notion de dual hein, d'un groupe. Alors regardez, voici le plan de travail habituel. Quand on travaille sur les groupes finis, on commence par regarder les groupes cycliques, bien sûr, c'est ce qu'on a fait, les groupes abéliens finis ensuite, puis les groupes de petits cardinal, puis ensuite le cas général. Bon, on va essayer de passer par là. On veut donc calculer θ de G, voilà ce déterminant, et on appelle C indice H les colonnes de la matrice. Donc, où H parcourt G. Alors les colonnes de la matrice, voilà, on effectue comme tout à l'heure le changement de colonne. Donc la première colonne, c'est la colonne qui correspond à l'élément neutre, de tradition, hein, et on la remplace par somme de H, petit h dans H, de alpha H, CH. Alors pour l'instant, alpha H, c'est des éléments du corps qui sont encore à déterminer. Et on prend alpha E égale 1. Donc c'est exactement comme on a fait tout à l'heure. Et si on regarde la colonne E, donc la première colonne, et la ligne correspondant à G, bon on vérifie qu'on va obtenir, en faisant ce changement de colonne, cette transformation, on va obtenir ce polynôme-là. Donc c'est ce qu'on a fait ici, hein, exactement, que je généralise, avec ici des alphas, indices, voilà, alpha indice. Donc alpha 0, ici ça fait 1, alpha 1 c'est oméga, alpha 2 c'est oméga 2, puis on fait ça. Alors on veut que tous ces polynômes soient proportionnels. Bon, alors qu'est-ce qu'on veut? On veut que ces polynômes ici, qui est une constante de proportionnalité lambda g, et que lambda g fois qg soit égal à QE, exactement comme ce qu'on avait tout à l'heure, qui nous permettait de mettre en facteur sur toute une colonne un polynôme. Et donc de dire, on en a déjà un qui divise. Alors on regarde le terme en x indice g du membre de gauche, c'est alpha g, et le terme en x g du membre de droite, ça va être forcément lambda g fois ici alpha e, ici, hein, parce qu'on prend h égale e. Mais alpha e ça fait 1, on demande que alpha e ça fasse 1, donc ce qui veut dire que lambda g est égal à alpha g. On a déjà lambda g, ce qui va faire que on va écrire maintenant, on va remplacer lambda g par alpha g dans l'équation du dessus, et on a alpha g fois qg ici, qui va s'écrire égal à QE, d'accord? Et on peut écrire les choses de deux manières, ce qui va faire que si je développe dans le membre de gauche, complètement à gauche, je vais avoir alpha g, alpha h, comme coefficient de xgh, et dans le membre de droite, je vais avoir alpha gh. Je pense que vous avez compris. On a la condition que
alpha GH égale alpha G fois alpha H, et alpha E égale 1. Et bien ça s'appelle un morphisme de groupe. Donc j'explique. On travaille, disons, on va supposer qu'on travaille là sur le corps C, d'accord, et ces éléments-là vont être des éléments non nuls, donc on est dans C étoile, et alpha va envoyer G sur alpha G, et grand G hein, dans C étoile. Et ce qu'on veut, c'est d'avoir alpha de GH égale alpha de G et alpha de H, fois alpha de H, pardon, et alpha de E égale 1. C'est un morphisme de groupe. On a retrouvé de façon naturelle la notion de morphisme de groupe, du groupe G vers le groupe multiplicatif C étoile, mais à travers un problème qui est le problème de factorisation d'un déterminant, le problème de Dedekind. Donc, une telle fonction, ça s'appelle un morphisme de groupe, ça vous le savez, et comment on va appeler un morphisme de groupe de G dans C étoile? Eh bien, dans le groupe multiplicatif C étoile, on va appeler ça un caractère. Bon. Alors pour l'instant, bon, c'est pas encore la boîte de Pandore qu'on va découvrir, mais en tout cas, on va noter G chapeau, l'ensemble des caractères de G. Et qu'est-ce qu'on obtient si on comprend tout ce qu'on a fait jusqu'à présent? Eh bien, si alpha est dans G chapeau, alors le polynôme qu'on a réussi à factoriser ici, de la colonne, puisque alpha étant dans G chapeau, on a tous les éléments qui sont proportionnels, eh bien ce polynôme divise θ de G. Voilà. Et donc, comme on a plein de polynômes, chaque fois qu'on a un élément de G chapeau, on va avoir que des polynômes homogènes de degré 1 qui sont non proportionnels, forcément, et qui vont diviser θ de G, ben on va avoir le produit de ces polynômes, parce qu'ils vont être premiers entre eux, et ça va diviser θ de G. Donc ça, c'est déjà quand même une avancée magnifique, mais cette avancée, Dedekind l'avait faite. On revient sur les groupes cycliques, fort de ce résultat. Et en fait, on va faire du révisionnisme de notre preuve, et on va dire, tiens, comment on aurait pu la faire autrement, cette preuve? On part des morphismes de Z sur NZ plus vers C étoile multipliée, puisque voilà, c'est ça. Et, bon, on les connaît, ces morphismes-là, il faut que 1 soit envoyé, forcément, bon, supposons qu'il soit envoyé sur oméga, par un morphisme, donc on veut comprendre ce morphisme. Alors 1 c'est phi de 0, mais 0 bar, il est dans Z sur NZ, donc c'est 1 plus 1 plus 1 plus 1 n fois, donc ça fait phi de 1 puissance n. Je vous rappelle qu'on part d'un groupe additif et qu'on arrive à un groupe multiplicatif, d'où la puissance ici, et donc si on appelle oméga égale phi de 1, donc ça c'est oméga puissance n. Donc forcément, oméga est une racine de l'unité. Et bon, réciproquement, on vérifie que si oméga est une racine de nème de l'unité, l'application qui a k bar associe oméga puissance k est bien définie, c'est-à-dire ne dépend pas ici du représentant k choisi dans cette classe, et ça fournit un morphisme ici, bon, il n'y a pas de problème, et donc on a n racines nème de l'unité, et c'est pour ça qu'on a le bon degré. D'accord ? Donc vous voyez que le fait que le cardinal de G chapeau soit égal au cardinal de G, c'est ce qui fait qu'on a la factorisation de notre déterminant. Donc ça a fait du bien de revoir cette preuve uniquement en termes de caractère, c'est-à-dire de morphisme de G dans C étoile. Donc maintenant, on passe au groupe abélien fini. Donc je vous avais dit, c'est un protocole. On commence par les groupes cycliques, puis groupe abélien fini, voilà. Donc groupe abélien fini, voilà.
l'opération est commutative. Un groupe cyclique, c'est un groupe abélien fini. Et bon, voilà, hein, quand on a deux groupes, on sait qu'on peut construire le produit cartésien, hein, sur le produit cartésien, une structure de groupe qu'on appelle le produit direct de ces deux groupes. Hein, donc c'est tout bête, hein, on utilise l'opération terme à terme. Il se trouve que quand on prend des groupes cycliques pour G et H et qu'on fait le produit, eh bien on va encore obtenir un groupe qui n'est pas forcément cyclique, mais qui est toujours abélien, évidemment, puisque ici c'est abélien et ici c'est abélien, donc globalement c'est abélien. Et fini, évidemment, parce que c'est produit cartésien de deux ensembles finis. Donc voilà un exemple. Si on prend Z sur 2Z croix Z sur 2Z, voilà la table du groupe. Donc on avait un groupe à 2 éléments, un autre groupe à 2 éléments, et on a le produit 2 fois 2, 4, un groupe à 4 éléments, donc voici la table. Et il y a un théorème qui est bien connu, hein, qu'on va admettre. De toute façon, si on veut avancer, il va falloir admettre des choses. C'est que, réciproquement, tout groupe abélien fini, c'est un produit direct de groupes cycliques. D'ailleurs, entre parenthèses, dans Nouvelles histoires hédonistes de groupes et de géométrie, dans le tome 2, chapitre 13, on démontre ça avec ce théorème, avec la théorie des représentations. Alors, maintenant, qu'en est-il des caractères? C'est-à-dire, quand on regarde le produit direct de groupes, que peut-on dire des caractères de ce produit direct? Eh bien, il se trouve que dès qu'on a un caractère, donc un morphisme ici de G croix H dans C étoile, eh bien, le caractère, il peut s'écrire, si on regarde donc en tant que fonction de G, bah, ça va être un caractère de G, où G, il s'injecte, en fait, oui, il s'injecte dans G croix H en mettant l'identité de H, ici, comme deuxième coordonnée. Et ici, on va avoir le caractère de G, et ici, caractère de H. Donc en fait, tous les caractères de G croix H vont s'écrire de cette forme, sous cette forme-là, d'accord? GH donne qui de G fois psi de H, ce qu'on appelle le caractère qui tenseur psi, hein, et donc ce qui va faire que le dual ici, donc l'ensemble des caractères de G croix H, c'est en cardinal égal au produit des cardinaux du dual de G et du dual de H. Alors ce que j'appelle dual, c'est l'ensemble des caractères. Et donc, si on doit regarder ceci, ce lemme-là et ce théorème, bah, on en déduit, bon, plus le fait que c'est vrai pour les groupes cycliques, eh bien on en déduit que le cardinal de G chapeau est égal au cardinal de G. Pour la petite histoire, vous vous rappelez de la réforme de l'orthographe à l'époque de M. Toubon, en 90, c'est qu'on peut enlever l'accent circonflexe. On a le droit de l'enlever. Merci Toubon. Et vous voyez que c'est exactement ce que dit le théorème. On pourrait presque l'appeler le théorème de Toubon. Corollaire. Soit G un groupe abélien fini, alors θ de G se décompose. D'accord ? Pourquoi il se décompose comme ceci, quand G est un groupe abélien fini? Parce que on a vu tout à l'heure que tous ces polynômes, quand alpha va décrire l'ensemble des caractères de G, le dual de G, donc tout ça, ça divise θ de G. Ils ne sont pas proportionnels, forcément, et donc ils sont premiers entre eux, parce qu'ils sont homogènes de degré 1, et donc le produit divise, et maintenant, comme il y en a le bon nombre,
parce que le cardinal de G chapeau est égal au cardinal de G, donc au degré de ce polynôme, il va y avoir égalité, bon, au signe près. Donc déjà, on a résolu le problème pour un groupe abélien fini, et entre nous, Dedekind avait résolu le problème dans ce cas-là. Alors, on va terminer sur cette victoire impériale. Autant terminer sur une bonne note, et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Je peux vous faire une petite bande-annonce. Et oui, parce qu'on marche sur les traces de Mr. Frobenius, et que le plan de travail, eh ben, c'est groupe cyclique, ça c'est fait, groupe abélien fini, c'est fait, et maintenant il faut commencer les groupes de petits cardinaux, non abéliens, toujours finis évidemment, mais non abéliens, pour arriver au cas général, et ça, ce sera la deuxième partie. Voilà, merci de votre attention, et à très bientôt.